avoir votre regard un peu sur cette situation globale. Depuis ce matin, on parle, on a des jeunes lâchent rien, on a des situations par rapport à l'Europe, à l'international, on parle souveraineté, on parle de tous ces défis. Vous, en tant que direction générale des entreprises, comment vous voyez la situation actuelle ? Bonjour à tous. La situation actuelle, c'est d'abord qu'on a fait des progrès très importants ces dernières années sur tous ces enjeux. On a amorcé la réindustrialisation de la France, puisque en 2022-2023, par exemple, on a créé près de 200 usines nettes en France. Donc on a inversé cette tendance de plusieurs décennies à la désindustrialisation. On a aussi abordé l'industrie comme solution, par exemple, pour l'autonomie stratégique, pour les matériaux critiques, pour les médicaments. Tout ça, c'est des progrès qui sont, je crois, incontestables avec les créations d'emplois associées, 125 000 environ entre 2017 et 2022. Donc ça c'est un acquis qui, je crois, est incontestable. Aujourd'hui, l'industrie fait face à des défis qui sont très importants. Il y en a trois principalement. Le premier, c'est évidemment les coûts de l'énergie qui sont un défi quotidien, notamment dans la compétition avec les autres ensembles mondiaux. Le deuxième, c'est les surcapacités de production en Asie qui exercent une pression extrêmement forte sur les prix des produits industriels en Europe et sur un très grand nombre de prix industriels. On va parler batterie tout à l'heure. On a vu des baisses de prix de 25% en un trimestre l'an dernier, donc des baisses de prix tout à fait significatives. Et puis le troisième, c'est effectivement cette menace de tarifs douaniers et de leur impact sur l'industrie européenne. Des tarifs passés d'ailleurs, puisqu'il y en a eu côté américain en 2024 et ceux qui sont à venir. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu des progrès immenses jusqu'en 2022 et que maintenant, on est face à des défis et on a l'impression que ça avance pas comme il faut ou pas au rythme auquel il faut, c'est ça ? Alors, ces défis, évidemment, créent un effet, exercent une pression très forte sur cette dynamique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut d'abord apporter une réponse au niveau européen. Et c'est, je crois, le thème, c'est d'apporter sur chacun de ces sujets une réponse au niveau européen. La première réponse, ça a été évoqué précédemment, c'est la défense commerciale. Ouais. C'est de restaurer des conditions de traitement équitable pour nos industriels. Et ça, on a déjà des choses concrètes. Dans la chimie, on a travaillé dans la chimie, par exemple, il y a déjà des mesures de défense commerciale qui sont mises en œuvre dans la chimie. Ce soir même, il y a une réunion d'un certain nombre de ministres européens sur la chimie. On avait, il y a 2 semaines, le sommet de l'acier à Paris, qui a abordé aussi de manière très forte les questions de défense commerciale, de mesures de sauvegarde, en particulier pour l'acier. Et nous souhaitons poursuivre ce travail pour renforcer globalement la défense commerciale de l'Europe sur tous les cas dans lesquels c'est justifié, et puis d'aller plus loin, selon ce que propose Mario Draghi dans son rapport, qui est d'instaurer une vraie préférence européenne dans les achats publics et sans doute au-delà, donc de vraiment valoriser les produits européens tels que le font finalement d'autres ensembles économiques. C'est possible de le faire, ça. On entendait tout à l'heure Julia de Brena de la Commission européenne qui disait qu'effectivement c'était sur la table, oui, la préférence européenne. Des patrons ce matin qui disaient qu'effectivement il faudrait instaurer cette préférence européenne. Mais concrètement, vous qui défendez les entreprises finalement, est-ce que c'est faisable ? Et à quel terme ? Tout à fait. Alors, vous avez raison, c'est faisable. Ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est un sujet qui est juridiquement complexe pour l'Europe. Et donc, le premier point, c'est de dire qu'on n'attend pas. Et en attendant d'avoir cette préférence européenne, on déploie déjà des critères qui valorisent la production européenne, mais qui sont souvent des critères environnementaux. Et on a même passé l'an dernier, au niveau européen, une loi qui a cette vocation, qui s'appelle Net Zero Industry Act, qui a cette vocation de nous permettre, et nous le faisons déjà dans les prochains appels d'offres pour les panneaux solaires, pour les éoliennes en mer, on va mettre des critères environnementaux qui, de fait, valorise la production européenne. Donc, on n'attend pas d'avoir ce système nouveau. Ensuite, le nouveau système, ça va... D'abord, il faut se dire que tous nos grands concurrents le font. Les États-Unis le font, la Chine le fait. Donc, c'est des systèmes qui existent déjà depuis très longtemps, souvent plusieurs décennies, chez nos concurrents. Donc, on est convaincu qu'il n'y a pas de raison que l'Europe puisse pas le faire. Ce qui est vrai, c'est que c'est un sujet qui n'est pas consensuel entre les États membres avec la Commission et donc qui va nécessiter une négociation
et des évolutions juridiques importantes dans le système européen. Mais on a franchi quand même une étape très, très essentielle. La France défend l'idée d'une préférence européenne depuis très longtemps. Pour la première fois, la Commission, il y a quelques jours, l'a proposée. Et cette étape-là, elle est quand même essentielle. Et il faut le noter et poursuivre dans cette dynamique. Et une fois que c'est proposé, une fois que c'est sur la table, quelle est l'étape d'après? Justement, pour pouvoir être concurrentiel par rapport aux autres, parce qu'on voit qu'autour de nous, ça bouillonne. Alors, il y a la mise en œuvre de cette préférence européenne et en attendant de ces critères environnementaux qu'on essaye de déployer sur le champ le plus large possible de produits. Et d'imposer même. Ouais. Oui, c'est ça, de l'imposer. Et en tout cas, en France, on est déterminé à l'appliquer dès que le cadre juridique le permet. Et puis ensuite, il faut agir sur tous les autres aspects. Il faut agir sur la simplification, par exemple, et on a eu des propositions de la Commission récemment sur la simplification, en particulier de CSRD, qui a focalisé beaucoup d'attention, beaucoup de demandes des entreprises, et la France a soutenu très activement une simplification drastique de CSRD, mais on a aussi d'autres sujets. Par exemple, la France, l'Allemagne et l'Italie défendent l'idée de créer dans le droit européen une catégorie des ETI, notre catégorie d'ETI que nous avons en France, de l'inscrire dans le droit européen et d'y associer des simplifications, c'est-à-dire que ce soit un régime simplifié. Donc, on souhaite agir sur tous ces sujets. On a besoin aussi en Europe de soutenir la demande. C'est le cas, par exemple, dans l'industrie automobile. Et on a obtenu également, la Commission l'a proposé, c'était une demande française forte, que l'Europe prenne des mesures de soutien à la demande de véhicules électriques, puisqu'on voit bien aujourd'hui que la demande de véhicules électriques n'est pas au niveau qu'on attendait, au niveau dont auraient besoin nos industriels pour vendre les bons volumes de véhicules électriques. Et donc, on veut agir aussi sur ce type de levier qu'a l'Europe, de cette capacité dans le marché intérieur à soutenir la demande. Vous dites on veut agir, mais comment est-ce que vous, en tant que DGE, vous collaborez avec vos partenaires européens, qui sont donc dans d'autres pays, justement pour agir auprès de Bruxelles? Comment est-ce que ça se passe? Au quotidien, en fait, on dialogue avec beaucoup d'États membres et on élabore des positions communes. Et vous savez que dans la manière dont le droit européen se fait, on a des votes en Conseil qui nécessitent des majorités et donc on construit ces majorités. Voilà. Et quand on a des majorités d'États membres, par exemple sur le sommet acier, ça nous a permis de signer une déclaration avec un grand nombre d'États membres très volontaristes sur l'acier. On a aussi sur la chimie très prochainement une position commune. Donc, quand on produit des positions communes au niveau européen avec un ensemble d'États membres importants en droit de vote, on introduit une incitation très forte vis-à-vis de la Commission pour faire des propositions qui correspondent à ces positions. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, on a cette négociation en détail de ces propositions pour les mettre en œuvre rapidement. Je sais que vous devez partir, mais très très rapidement. C'est les 27 ou il y a d'abord un noyau dur ? En fait, pour être honnête, il y a des noyaux durs qui sont variables en fonction des sujets. Oui. Et puisqu'ici on parle d'industrie, dans l'industrie, on a des États membres qui ont une industrie plus ou moins forte dans l'acier, dans la chimie, dans les batteries, qui est un autre exemple, dans les médicaments. Et donc on a des accords à géométrie variable en fonction des intérêts des différents États membres. Mais on arrive quand même sur tous ces sujets. J'ai parlé des médicaments, c'est un autre sujet sur lequel on a une alliance européenne. On arrive à construire ces alliances à géométrie variable, mais l'essentiel, c'est qu'elles soient assez puissantes pour avancer. Et donc entendues. Si elles sont puissantes, elles sont entendues. Thomas Cour, merci beaucoup. Je sais que vous devez partir. On peut l'applaudir. Merci.